Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, la guerre en Iran. Des détails qui sont très peu discutés quand même au Québec puis au Canada. On jase de ça avec Frank. Ben oui, écoute, c'est comme une espèce de feuilleton qui en finit plus, puis à mon avis, ça va durer encore quand même un bout, là. Le scénario de l'intervention éclair, comme ce qui s'est passé au Venezuela, je pense qu'il est définitivement écarté parce que ça fait quoi? Ça fait un mois là, qu'on est là-dedans maintenant. Ouais, c'est pas éclair, là. C'est pas très éclair. Les conséquences sont quand même relativement majeures. Tu vois, même ce matin, dans le Wall Street, on avait un article qui s'appelait Iran's regime has changed for the worse. Ben, En ce que gros, Vincent nous met en garde depuis toujours, là. ben oui, c'est ça. Que finalement, ceux qui ont pris la place de l'ayatollah sont encore pires. C'est souvent ça qui arrive dans ces. Ben, tu sais, en même temps, mets-toi à leur place. Si tu te fais bombarder par un pays étranger, menacé, ton chef est tué, est-ce que tu as tendance plutôt à te radicaliser ou à faire comme Chris, une autre Mmh. chance, ce monde-là, faudrait faire un deal? Non, je pense moi que tu as tendance à te radicaliser. Tu sais. Ouais, puis il faut pas oublier non plus que c'est un pays qui est très, très, très populeux, une population désarmée, Ouais, ça aussi. contrôlée depuis plus de 40 ans par un régime autoritaire. Fait que, tu sais, c'est pas une population qui est prête à se rebeller demain matin, là, tu sais, qui est prête à prendre les armes contre le régime, là, s'il trouve des armes éventuellement. Puis l'armée, tu sais, oui, on a enlevé des têtes dirigeantes. Il y a plusieurs de ces têtes dirigeantes-là qui sont carrément mortes, mais il reste des soldats quand même, puis eux autres, ils ont des fusils. Fait que ça se peut-tu que ceux-là qui ont les fusils, c'est eux autres qui décident éventuellement, là? Ben, c'est ça qui arrive généralement. Puis si tu as les fusils, ben, toi qui décides, ça se peut-tu que le gars qui grimpe en haut de la structure, ce soit pas le plus tendre de la gang, là? Ben, c'est ça. Effectivement. Et là, ben, c'est sûr qu'on va en parler parce qu'il y a quelques jours, en fait, quand finalement Trump a annoncé, après avoir dit on va blower la civilisation iranienne, puis tout ça, il a dit non, finalement, à la dernière minute, on a annoncé un genre de cessez-le-feu. On dit, non, il va y avoir des pourparlers, puis il y a des négociations, puis tout. Puis Fait là, que là, tout le monde. tu vu le baril de pétrole dropper de 15-20 $, tu vu la bourse se remettre à remonter, tout ça. Fait que là, il y Exact. avait comme un soupir de soulagement au niveau des États-Unis. Puis Trump avait fait une adresse à la nation juste avant, qui s'était pas super bien passé, qui essayait d'acheter du temps pour la guerre en Iran, puis que finalement, tu sentais que l'appétit américain n'était pas là vraiment. Fait que tu te dis, OK, là, on s'en va vers quelque chose. Finalement, ça s'est mis à déraper quasiment depuis le début de la trêve, là. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, depuis le début de cette trêve-là. Fait que tu vas parler un peu du côté israélien, mais si on regarde du côté américain, ça a pris quelques jours que J.D. Vance est sorti de là et dit: «Il y a pas moyen de négocier avec eux autres, ils acceptent pas nos prémices de base». Puis éventuellement, les États-Unis sortent puis: «Hey, on va faire un blockade du Strait of Hormuz, nous autres aussi. Ouais. On va prendre contrôle du Strait puis on va décider quel bateau qui passe». Fait que là, tu es là, tu te dis: «Coudon, cette trêve-là, c'était-tu juste une stratégie de redéploiement des efforts du côté américain? C'était-tu, on Ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui pointent ça du doigt aussi. Peut-être si on a le temps, on va en rejaser. Un mot juste avant, remercier les commanditaires qui permettent au podcast d'exister avec leur association Ready for Canada, nos amis de l'équipe de Steven, pour tous ceux qui ont des besoins en matière d'immigration. C'est quand même assez complexe. Là. Les règles changent tout le temps. Là, on a une nouvelle première ministre. Fait que possiblement, vous allez avoir besoin qui promettait des changements au paix, qu'on le garde-tu, on le garde-tu pas, il y aura un deuxième. Ça a changé beaucoup, c'est compliqué. Faites affaire avec du monde si c'est dans votre cas, puis ça peut vous aider ou aider un ami à avoir ses papiers en ordre. TLF Dessin, toujours à la recherche de personnel dans le coin de Saint-Hyacinthe et Saint-Ours. Donc, on cherche un dessinateur en bâtiment. On cherche dans le domaine du dessin industriel, les plans 3D. Nos amis de Range Brand, utilisez votre code promo YAN10 pour avoir votre 10% de rabais et je remercierai quelques autres commanditaires tout à l'heure. Dans le cas de l'histoire, parce que rappelle-toi, Yann, quand c'est sorti cette affaire-là, pour continuer dans
dans mon storytelling, là, il y avait très rapidement, je vous l'avais montré à l'époque, on disait les Israéliens sont pas contents. Et là, il y avait plusieurs articles qui circulaient, dont celui-là, là, qui est quand même un média que je trouve intéressant, le Responsible Statecraft, là, qui parle souvent de trucs militaires, d'opérations militaires. Et il y avait un article qui s'appelait Israel already sabotaging Iran ceasefire. Donc, est-ce que Israël est déjà en train de saboter finalement le, Ouais, puis ça, c'est dans les euh, premières heures de la trêve, c'est ça, éventuellement. c'est le 8 avril, donc c'est il y a quelques jours. Là, on dit Tel Aviv a pris l'habitude de violer les cessez-le-feu au Liban et à Gaza. Aujourd'hui, ses dirigeants affirment ne pas être pleinement signataires de l'accord négocié avec l'Iran. Donc, eux autres, en gros, disent les États-Unis nous ont un peu fourrés, ils ont décidé qu'ils mettaient fin de manière diplomatique au conflit sans nous consulter, et nous autres, ça ne fait pas notre affaire. Et dans les médias israéliens, l'accueil était assez négatif à ça, là. On disait que l'entente qui était faite, ça n'avait pas de bon sens, puis ça avait été fait contre les Israéliens. Et ça, je suis obligé de te dire, c'est assez en ligne avec la position de la population. Donc, il y a un sondage qui a été fait en Israël et il y a quand même une proportion non négligeable de la population. Je vais vous la donner quelque part dans le texte. J'ai ça quand ils ne mettent pas de graphique, là, mais tu vas être ici. 39,5 disent que les attaques sur Téhéran doivent continuer et 41 dit que le cessez-le-feu doit être respecté. Fait que c'est 50-50, là, Ouais, grosso modo. Le reste, c'est des indécis, là, vous le reste, comprenez? c'est ça. Le reste, c'est des indécis. Fait que c'est divisé, là. Les Ben, c'est Israéliens, divisé, puis on sentait, tu sais, Trump, quand il a essayé d'acheter du temps, ça n'a pas fonctionné. On sent que l'appétit américain n'est pas là, mais quand tu arrives, tu écoutes un peu ce que l'Iran dit. L'Iran, de leur côté, ils disent on est dans une guerre de tolérance à la douleur ou de tolérance à la souffrance. Puis nous autres, on est capable de tolérer plus que les États-Unis. Grosso modo, c'est un peu le thinking des dirigeants militaires iraniens présentement. Les Israéliens sont prêts à tolérer de la douleur, eux autres aussi, de leur côté. Les autres, pas qu'ils s'en foutent, là, mais ils se font tellement chier depuis longtemps avec l'Iran qu'ils sont prêts à aller très loin là-dedans. Mais les Américains ont aucune tolérance à la souffrance. Ils peuvent pas avoir un soldat tué en Iran. Ils peuvent pas avoir des avions abattus. Ils peuvent juste pas. Parce que l'appétit américain est pas là. Donc, l'Iran se dit, nous autres, tout ce qu'on a à faire, c'est faire chier le plus longtemps possible. Parce qu'éventuellement, les Américains vont backer. ben oui, parce que même si les Américains et les Israéliens sont alliés là-dedans, comme tu le dis, ils n'ont pas la même tolérance à la perte. La perte matérielle, la perte humaine aussi. C'est-à-dire que les Américains, quand il va y avoir 100, 150 soldats de morts là-dedans, là, ça va être la fin de Trump, là. Ouais, ils se rendront pas à Ils ne se 150. rendront pas là. Mais en Israël, quand même, tu lui dis qu'il y a 2500 soldats de l'armée israélienne de morts. Si tu lui dis que c'est pour faire tomber le régime iranien, ils vont backer, là. Une bonne partie, en tout cas. Pas tout le monde. On le voit, pas tout le monde. Mais quand tu as 40 du monde qui disent non, non, il faut que ça continue, c'est pas rien, là. Ben, parce que C'est tu n'as pas ça aux États-Unis, là. c'est pas rien. Mais sur une. Et ça, c'est la population. Et sur une note plus personnelle, là, qu'est-ce qu'on apprend? La trêve, l'arrêt des attaques contre l'Iran signifie que le procès pour corruption de Netanyahou reprendra dimanche. Oh! Ça, on apprend ça le 9 avril 2026. Et donc, qu'est-ce que Oh! c'est cette histoire de procès-là? Lui, déjà l'année passée, ça c'est un article de l'Associated Press, ce qu'il faut savoir sur la demande de grâce de Netanyahou dans son procès pour corruption. Je ne sais pas si tu te rappelles, Yann, mais on a parlé à plusieurs reprises que dans les régimes présidentiels, les présidents ont un pouvoir de gracier des gens, donc le fameux pardon, tu sais, aux États-Unis, qui est souvent Ouais. utilisé ça a été utilisé par Trump, par Biden, par Obama, par tous les présidents. Ben, Biden, son propre fils, là. Biden, son propre fils. Et donc, Israël, on l'oublie souvent parce que le président a une fonction quasi honorifique en Israël, mais il a le pouvoir de pardon. Et le premier ministre Netanyahu a dit non, là, tu vas me pardonner, là. Tu vas pas en faire annuler mon procès. Puis là, le président a dit ben là, t'as peu, là, faut que je demande à mon équipe légale si ça a de l'allure. Il faut préserver la confiance du public dans le système de justice. Et son entourage a dit non, non, on peut pas faire ça, là. On peut pas faire ça. Donc, sa demande de pardon n'a jamais été accordée. Ça, c'est en 2025. Tu vois ici, là, 1er décembre 2025, c'était il y a quelques mois. Benjamin Autrement dit, Netanyahou, Netanyahou n'a jamais vraiment dit: «J'ai pas commis ce qu'on m'accuse». C'est dire, là: «Pardonne-moi, puis on passe à autre chose».
Ouais, c'est à peu près ça. Benjamin Netanyahou est le seul premier ministre en exercice de l'histoire d'Israël à comparaître devant un tribunal. Il est accusé de fraude, d'abus de confiance et de corruption dans 3 affaires distinctes, où il est accusé d'avoir accordé des faveurs à de riches soutiens politiques, parmi lesquels une entreprise de télécommunications, un producteur hollywoodien et un éditeur de presse. Et là, on va rentrer dans le détail parce que c'est quand même pas rien, là. Parce que là, qu'est-ce qu'on nous disait? Le s'il y a un cessez-le-feu, ça veut dire que le procès va reprendre parce que là, on met fin comme à l'état d'urgence. Tu sais, quand on parlait de la politisation de l'état d'urgence, moi, je Ouais. trouve ça intéressant le sujet aujourd'hui parce que c'est relié à toutes des thématiques qu'on a parlé dans les dernières semaines. C'est quand, non, déjà, la dernière, élection en Ukraine, Frank? Ça date, hein? Ça date d'un petit bout, oui. Les incitatifs pour arrêter la guerre pour Zelensky sont pas là, hein? Ils Puis sont pour Benjamin, ça se peut-tu qu'il soit pas là non plus? Ça se peut qu'ils ne soient pas là non plus, effectivement. Mais là, oh, attention, roulement de tambour, un juge accorde un délai au procès de PM Netanyahou because of security and political reason. Donc, vous aurez OK. compris que because of security, c'est qu'il n'y en a pas de ceasefire parce qu'on continue avec le Liban, avec C'est ça. l'Iran à s'échanger une coupe de roquettes, une coupe de bombes. Et vous aurez compris que pendant qu'il y a une guerre ou pendant que le pays est menacé, ben, c'est pas le temps là, de faire un procès là, à notre premier ministre. Là. Et article très intéressant qui résume un peu le contenu de toutes ces affaires-là. C'est sur un truc qui s'appelle Israel Policy Forum, donc sous-titré pour un État, fait que, tu sais, c'est un truc genre, c'est pas La démocratie. un truc pour la démocratie. Et là, écoutez bien ce qu'on dit. Le statut de l'accord de Netanyahou sur les conflits d'intérêts dans le contexte de la réforme judiciaire. Parce que là, il faut aller là-dedans, sinon on ne comprendra rien. Un accord de 2020 sur les conflits d'intérêts, rédigé par le procureur général de l'époque, Avichai Mandelblit, et validé par la Haute Cour de justice, empêche le premier ministre Netanyahou de s'impliquer dans les nominations judiciaires ou la législation susceptible d'avoir un impact sur son procès pour corruption en cours. Donc, vous aurez compris Ouais, que. il y a une capacité de nommer des juges, puis le procès s'étire tellement depuis longtemps que Voilà. si tu nommes assez de juges de ton bord, ça se peut que tu t'enfarges les pieds dans un juge qui est de ton bord rendu dans ton procès, là. Netanyahou a récemment annoncé qu'il n'était plus tenu par l'accord sur les conflits d'intérêts et qu'il jouera un rôle actif dans la supervision de la réforme du système judiciaire menée par son gouvernement. Ah ben, gadon. La procureure générale Gali Baharav Miara a réprimandé le premier ministre et a déclaré qu'il agissait en violation de la loi. La question de l'accord de Netanyahou sur les conflits d'intérêts s'impose comme une source majeure de tension entre le gouvernement et le système judiciaire israélien, le premier poursuivant ses efforts pour affaiblir le second. Il s'agit du premier et probablement pas du dernier affrontement lié à une réforme en profondeur entre les pouvoirs publics israéliens, où l'un considère les actions de l'autre comme illégitimes. Puis tu sais, dans une démocratie qui est saine, là, tu veux qu'il y ait une indépendance entre les 2, Ben le oui, plus possible. ben oui. Vous Parce voyez un qu'il peu pourquoi, là, on a devant nos yeux la raison pourquoi qu'on veut que le système de justice soit indépendant du système Ah politique, non, là. puis les affaires qui sont reprochées sont quand même très graves, là. Le 21 novembre 2019, le premier ministre Netanyahou a été inculpé de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Le procureur général de l'époque, dont on a parlé, a déposé des accusations auprès du tribunal de Jérusalem le 28 janvier 2020, ouvrant ainsi le procès de Netanyahou, qui est toujours en cours. Il est jugé pour 3 affaires. L'affaire qu'on dit 1000, fraude et abus de confiance. Netanyahou et les membres de sa famille auraient demandé et accepté des cadeaux de l'homme d'affaires israélien Aaron Milcham et de l'homme d'affaires australien James Packer en échange de faveurs. Là, c'était pas si clair que ça dans ça, tu sais, dans le fond, ce à quoi on référait. Fait que je suis allé fouiller un peu plus loin. On parle, je vais dire ça ici, Netanyahou aurait reçu des cadeaux de grande valeur, cigares, champagne, estimés à 700 000 shekels. Donc, c'est grosso modo à peu près 220 000 Américains. Euh, et en échange de ça, il y aurait eu des interventions politiques ou aides personnelles présumées. Donc, c'est ça qu'on dit. Autrement dit, des pots de vin. Donc, ça, c'est le C'est carrément ce que c'est, là. premier cas.
Le deuxième cas est, à mon avis, beaucoup plus grave. L'affaire qu'on appelle 2000, donc Case 2000, deal avec un journal. Accusation, fraude et abus de confiance. Négociation avec Arnon Moses, l'éditeur de Yediot, donc un journal de là-bas. Objectif, obtenir une couverture médiatique favorable en échange d'affaiblir un journal concurrent via une loi. Asti. Es-tu bonne? Quelque chose Mais qu'on n'imaginerait jamais chez nous, là. non, non, on n'imaginerait pas, nous autres, que le gouvernement viendrait subventionner des médias fortement avec des millions de dollars sous prétexte que ces médias-là sont mis en concurrence avec des gens qui sont pas subventionnés sur des plateformes web. Ça arriverait pas chez nous, ça. Le cas 4000 est peut-être le plus grave. D'ailleurs, quand PKP a des rencontres privées avec le premier ministre, à peu près aux 6 mois, il est-tu inscrit au registre des lobbyistes? Faudrait checker, hein, je pense. Ouais, parce que ça a l'air que c'est très grave que Ezra Levant le soit, là. Ouais, parce que tu sais, tu fais 2-3 rencontres avec le PM dans son bureau. Tu interpelles via tes médias le ministre de la Culture directement. Puis une couple de mois après, tu as des subventions de 75 millions. C'est un hasard. Le cas 4000 est le plus grave et le cœur, je te dirais, du procès. Je rappelle les faits. 2016, début des enquêtes. 2019, inculpation. 2020, on débute le procès. Pourquoi ça a été retardé? COVID, guerre avec la Palestine, guerre et opération en Iran, autre opération en Iran. Ça fait bien que ça prenne 6 ans à faire le procès, là. Enfin, Ça fait bien. ça a l'air à bien faire. L'affaire 4000, en tant que ministre des Communications, Netanyahou, parce qu'il a été une année, il était premier ministre, une année, il n'était plus premier ministre, il était rendu ministre des Communications. Netanyahou aurait accepté un accord de corruption du magnat des médias, Charles Eletovitch, dans lequel il a pris des décisions réglementaires qui ont profité financièrement à Eletovitch en échange d'une couverture positive sur son site Walla News. Il aurait accordé des avantages réglementaires massifs. On parle de 500 millions de dollars à la compagnie Bezek en échange de quoi? En échange d'une couverture médiatique favorable. Mais as-tu vu pareil? C'est quoi les pouvoirs politiques, en fait? L'exécutif, le législatif, le judiciaire et le quatrième pouvoir étant les médias. Médiatique. Toutes les accusations tournent autour de la corruption des pouvoirs, des contre-pouvoirs en réalité. Le quatrième pouvoir, là, c'est lui qui est au cœur de tout, là. Les médias. Il essaie de mettre les médias de son bord. Il est prêt à tout pour mettre les médias de À son tout. bord. Trouvez-vous ça normal? Mais je veux dire, vous voyez l'incitatif du politicien, c'est quoi? Il y a des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs le font chier. Il essaye de corrompre les contre-pouvoirs. Ouais, la justice, c'est de la merde. Les médias, c'est, tu sais, je vais me tripoter la nomination des juges, je vais aller corrompre un média. Et tout ça, pour comment je vais faire pour m'y prendre? L'état d'urgence. Puis vous pensez que ça se fait pas au Québec, vous autres? Ben non, voyons. En juillet 2020, Mandelblit a émis un avis juridique selon lequel les poursuites pénales engagées contre Netanyahou créaient un conflit d'intérêts. Sa fonction de premier ministre lui conférait un pouvoir sur des questions susceptibles d'influencer son propre procès. Afin de permettre à Netanyahou de continuer à exercer ses fonctions de premier ministre et malgré sa mise en examen, une situation inédite dans l'histoire d'Israël, Mandelblit souhaitait que Netanyahou signe une convention de conflit d'intérêts lui interdisant toute implication dans les forces de l'ordre et les nominations judiciaires. Mais un bel échec, là. Hey, Après le refus de Netanyahou d'accepter cet arrangement, Mandelblit a statué en 2020 que le premier ministre avait néanmoins l'interdiction de s'impliquer ou d'influencer les questions susceptibles d'avoir un impact sur son procès. Ça inclut les nominations aux forces de l'ordre, les nominations à la Cour suprême et au tribunal et le district de Jérusalem, la législation susceptible d'avoir une incidence sur la procédure judiciaire et influencer les ministres ou les fonctionnaires ayant l'autorité sur les questions liées à son procès. En mars 2021, malgré les objections constantes de Netanyahou, la Haute Cour a statué que Netanyahou était tenu de respecter l'accord de Mandelblit sur les conflits d'intérêts. puis là, tu sais, si on se ramène un peu au conflit en Iran, là, ça se peut-tu qu'il y avait des très grands incitatifs du côté de Netanyahou pour essayer de convaincre Donald Trump que ce serait facile, l'opération en Iran,
qu'éventuellement le changement de régime serait fait avec un claquement de doigts, puis soudainement, après un mois d'intervention, on pourrait vraiment vivre sous des cieux plus jovialistes. Tu sais, tous les incitatifs étaient là dans le cas de Benjamin pour essayer de convaincre Trump que Ben ce oui. serait pas compliqué cette intervention-là. Et ça, c'est malade. Check bien ça. Il y a un autre, lui, là, il décide de faire adapter une autre loi. Parce que là, le bout où je vous parle, il n'est pas encore redevenu premier ministre. Là, il redevient. Dans les premières semaines suivant le retour au pouvoir, la procureure générale, Barbara Miara, aurait consulté des experts juridiques et des responsables du ministère de la Justice au sujet d'une éventuelle déclaration d'inaptitude de Netanyahou à exercer la fonction de premier ministre et de sa destitution pour conflit d'intérêts. Face à l'indignation du gouvernement, elle a nié envisager une telle mesure inédite. Lors du précédent mandat de Netanyahou, Mandelblit avait également envisagé une telle procédure après sa mise en examen, mais avait finalement conclu que ce n'était pas encore justifié. La loi sur l'incapacité, un amendement à la loi fondamentale, les récits constitution, le gouvernement visait à prévenir cette situation en précisant qu'un premier ministre ne peut être déclaré inapte à exercer ses fonctions que par lui-même ou par le trois quarts du cabinet. Lui-même, ça va arriver de toute façon. Ben oui, hein, Biden, il va dire: J'ai réalisé ça, je suis inapte à gouverner, moi. Voyons, hey, le trois quarts du cabinet, c'est plus qu'une super majorité, là. Ah oui, puis non, non. Suite à l'adoption de la loi sur l'incapacité, Netanyahou a affirmé ne plus être lié par son accord relatif au conflit d'intérêts. Juridiquement, c'est faux, comme on l'a précisé, et cet accord est toujours en vigueur. Et là, bon, on parle un peu de où on s'en va avec ça, parce qu'on n'a toujours pas de Ouais. conclusion, parce que le procès est constamment reporté. Mais la porte de sortie des Américains est tracée, là. C'est évident, là. On sait tout ce qui va arriver, là. Quand Trump va perdre complètement l'appui populaire de son côté, il va vouloir backtracker. Il va sortir ces histoires-là. Ils vont dire Benjamin, il essaie juste de pas aller à son procès. Va te faire juger, puis crisse-moi patience. On s'en va de l'Iran, c'est fini. C'est ça qui arrive, là. On est à quelques semaines de ça. Puis on le voit dans une déclaration de Donald Trump. Lui-même, il dit il est encore en train de béguer les Américains un peu. Là. Il dit ça achève. Là. On voit la fin du conflit en Iran. On voit la fin. Mais là, il sait que ça achève. Les objectifs qu'il y avait, là, ils les rempliront pas. Non, puis je pense pas que ça va mener à la fin de la relation israélo-américaine. Ça, c'est impossible. C'est comme. Il y a quelque chose là-dedans Non. qui dépasse tout ça. Mais la fin de Netanyahou, oui, par contre. Ben, je pense que son règne. Puis en même temps, c'est embêtant de dire ça parce qu'il est comme un chat. Là. Il y a plusieurs vies, ce gars-là. Là. Il est parti, il est revenu. Il est comme, on dirait, c'est comme un genre de personnage un peu mythique de la politique israélienne. Là. Mais là, tu sais, le gars, la soupe commence à être chaude. Là. Non seulement à l'international, il y a plusieurs personnes qui veulent sa peau, mais en plus de ça, dans son propre pays, son propre système de justice essaye de l'amener en tôle. Là. Là, lui, il se défend de tout ça un peu en disant que c'est comme un genre de complot contre lui. Là, fucking course. Là. Ben ouais. Mais disons qu'il y a quelque chose là-dedans qui est. Disons que la probabilité qu'on se ramasse avec un pays comme l'Iran encore plus radicalisé est très forte. Puis qu'éventuellement, tu sais, oui, tout va redevenir normal dans nos petites vies confortables. Inquiétez-vous pas, là, le conflit va se terminer, le Strait of Hormuz va être réouvert, puis éventuellement, là, le prix du baril va baisser, puis vous allez tous pouvoir jouir d'une facilité de transport pas trop dispendieuse. Inquiétez-vous pas, votre vie va rester confortable. Mais je veux dire, je pense pas que ça va être un succès politique en Iran, cette affaire-là. Là. Moi, je suis persuadé que les groupes radicalisés et terroristes vont, d'ici Ben non. 2 3 ans, quand ils vont se reconstruire, évidemment, là, vont être pires qu'ils étaient là. Puis Non, je c'est la pense pas. première fois, je trouve, qu'en politique étrangère, Trump l'a échappé pour de vrai. Là. Ben, tu Il, sais, s- t'as il s'est toujours fait du passer monde. une dame de pique, puis il est mordu à l'hameçon. Là. Ben, c'est ce que le prof Caron, il en parlait de ça aussi. Là. Il y a beaucoup de gens qui. Puis en fait, il faut admettre une chose, puis qu'il y a bien des gens qui auraient intérêt, c'est que personne n'est dans le secret des dieux dans cette histoire-là. On ne sait pas. On n'a pas les éléments qui nous permettent de dire pourquoi cette décision-là a été prise, qui était pour, qui était contre. On se doute beaucoup, beaucoup que le clan Vance voulait rien savoir de ça. Ça se voit par son retrait, ça se voit par ses positions passées, tout ça.
On a un petit doute que Trump était pas chaud chaud non plus à ça au départ. Euh, Moi, honnêtement, je pense que l'hypothèse de Joe Hamel n'est pas mauvaise non plus, là, quand il dit que un moment donné, avec l'armée américaine, une fois de temps en temps, il faut que tu relâches les chiens, là, au Ouais, sens où, euh, ils ont faim. ben, tu sais, c'est que chaque génération veut un peu son Vietnam, là. Tu sais, chaque génération veut son time to Mhm. shine. Un moment donné, Ben, ben, c'est beau s'entraîner, mais maintenant, ils veulent le vrai stock, là. ben, c'est parce que sinon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme la Chine, une armée qui a de l'air bien bonne sur papier, mais qui n'a jamais même tiré une balle nulle part, là. Mm. Ben, c'est ça, un peu pareil, tu sais, la Chine, puis c'était un peu l'image qu'on avait de la Russie aussi avant l'Ukraine, là. Tu sais, tout le monde craignait l'armée russe, ils vont envahir l'Europe au grand complet. Finalement, on s'est aperçu que Coupe de drone, c'est fait, là. ben, on s'est aperçu que c'était beaucoup moins facile que ce qu'on pensait. Parce que là, il y a des gens qui disent ouais, mais c'était pas des vrais militaires, puis c'était des réservistes au départ. Puis, OK, fine, là. Mais ça reste que tu sais, c'est pas ce qu'on nous avait dit. Est-ce que les Chinois, c'est ça ou ça serait plutôt Ouais, l'inverse? On serait énormément surpris. Mais tu sais, c'est qu'une armée, à un moment donné, a besoin de faire des opérations militaires. Fait que, tu sais, moi, je pense que. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a des gens dans l'armée américaine qui doivent pousser pour ces interventions-là en disant ah ouais, il faut faire ça, il faut intervenir à telle place. Puis le politique, dans le fond, lui, il est comme pris, tu sais, t'as le peuple, t'as le Congrès, t'as le Sénat, t'as l'armée, t'as les relations internationales, les marchés les financiers. marchés financiers, t'as un paquet de gens qui tirent d'un bord ou l'autre, puis maintenant, il faut que tu tranches. Puis je pense que là-dessus, ben, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, jusqu'à présent, la décision qui a été prise n'était pas la bonne. Ouais, puis le monde a changé. Les pays, maintenant, avec les technologies comme les drones cheap, sont capables de se défendre pour vrai. N'importe. Tu sais, je vous dis pas que tous les pays sur la planète sont capables d'envahir un autre pays. Ça, c'est pas vrai. L'Iran, là, présentement, n'est pas capable d'envahir un autre pays. Mais ils sont capables de se défendre. Ben oui, ben oui. Puis en plus, quand tu te défends, tu as l'avantage du terrain. Puis ils se défendent avec des drones Radio Shack, sacrifice, puis des drones plus chers aussi, là. Mais en Ukraine, ça a été ça, là. Ce qui a tué l'armée russe, c'est les drones. Tu sais, Ouais. les les Faire armées sont attention, là, contrôlées tuer par des l'armée geeks russe, boutonneux. ils grugent du territoire à tous les jours pareil, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Ce qui a fait qu'ils prennent pas Kiev en une fin de semaine, ce qu'on nous avait dit au départ qui allait arriver, là. C'est ça, exact. Puis tu sais, c'est les militaires les plus performants présentement dans les armées de défense, c'est des geeks boutonneux avec un joystick dans les Ouais, mains. c'est ça, ils ont un joystick dans les mains. Heu, Écoute, on va pas glisser un petit mot sur le pétrole, dans quelques instants. Juste avant, je veux remercier Barbecue Québec. À Québec, Boucherville et Laval, dans les 3 succursales, vous pouvez vous procurer les barbecues de marque Weber, Napoléon, les sauces, les accessoires, les housses de barbecue, tout ce qu'il faut. Puis il offre aussi des cours, hein, de barbecue, de ce que je comprends. Donc, c'est le temps de préparer l'été, le fumoir, tout ce qu'il faut. Donne faim. Également, nos amis de BF Ventilation dans le coin de Québec, on cherche toujours un ferblantier contre-maître, un livreur aussi pour les différents besoins de livraison de l'entreprise. Fait que si ça vous intéresse, allez faire un tour sur leur site web ou utiliser le petit code QR au bas de l'écran pour aller postuler, envoyer votre CV. Écoute, quand même, peut-être un petit truc qui va dans le sens de ce que tu disais tantôt là, sur le pétrole puis le blocage du détroit. Parce que c'est ça, on nous a dit dans un premier temps, il ne faut pas que le détroit soit bloqué. Les Iraniens vont scraper le système mondial Ouais. d'approvisionnement. Puis là, après ça, les Américains sont arrivés en disant on va le bloquer nous-mêmes. Là, je comprends. Maintenant, tu te dis c'est quoi le esti de patente avec Ben, tu ça? décides qui passe puis qui passe pas. Qui passe, qui passe pas. Et là, il y a un article dans Breitbart qui dit le blocus du détroit par Trump pourrait-il mener à un âge d'or de la production énergétique américaine? Et on dit là-dedans les données des services de renseignement maritime. Je vais l'agrandir un petit peu, donnez-moi un instant. Les données de services de renseignement maritime montrent un nombre inhabituellement élevé de pétroliers transportant principalement du pétrole brut se dirigeant vers le Golfe d'Amérique, aka Golfe du Mexique. Selon Windward, une société de renseignement maritime, 171 pétroliers transportant du pétrole brut se dirigeaient lundi vers la côte américaine du Golfe du Mexique, soit plus de 50 au-dessus de la moyenne habituelle. Ces chiffres peuvent fluctuer, mais la tendance générale est claire. Nous assistons à une forte hausse de la demande du pétrole américain.
Pourquoi ça se produit? Il est évident que pour quiconque est un tant soit peu observateur que le blocus pétrolier du détroit d'Ormuz par le président Trump en est la raison. Il offre une formidable opportunité à l'industrie américaine et à la paix mondiale. Fait qu'on parle pas de pétroliers qui arrivent aux États-Unis, mais Qui plutôt de partent. pétroliers qui quittent les États-Unis vers des pays d'Europe, par Exact. exemple, ou l'Afrique, là. Chez Breitbart Business, nous sommes convaincus que les États-Unis peuvent augmenter leur production de pétrole de façon constante tant que la demande est présente. Jusqu'à présent, notre capacité de production pétrolière a été quelque peu limitée par la volonté du monde d'acheter du pétrole à d'autres pays, notamment au Moyen-Orient. Mais les compagnies pétrolières américaines peuvent produire davantage à condition d'investir dans les infrastructures et la production. Si elles font ce choix, cela créera des emplois pour tous, les géologues, les chimistes, bon, etc. Si le blocus du détroit est perçu comme devant se prolonger ou si les nations du monde entier réévaluent s'il est judicieux ou non de dépendre des régimes islamistes pour leur énergie, les États-Unis pourraient en tirer un avantage substantiel. Hey, moi, je lisais ça un matin, Yann, puis Fait j'étais que là, comme eux autres sont en train de dire le endgame de tout ça, c'était de prendre contrôle du détroit, autrement dit, là. de prendre contrôle du détroit. Ben oui, puis là, tu sais, c'est tout le temps dur à savoir si c'est on n'essaye pas de sugarcoater des mauvaises décisions ou si c'est parce que, tu sais, moi, j'ai de la Ben, misère à ce qui peut croire. être le cas dans Breitbart, on s'entend, là. Ce qui peut clairement être le cas dans Breitbart, parce que j'ai quand même de la misère. Ça peut être vrai que c'est ça l'effet, mais j'ai de la misère à croire qu'on irait déclencher une guerre au Moyen-Orient pour bloquer un détroit dans le but de vendre plus de pétrole Non, aux États-Unis. Ça peut être l'effet de la chose, mais je pense pas que ça peut être l'élément déclencheur. Sinon, ça n'a pas, tu sais, je veux dire, ça a pas de bon non, sens. je pense qu'ils ont De cru pour planter vrai les au marchés et tout. Là. ils ont cru pour vrai au changement de régime possible. Ça, c'est la meilleure explication qui justifie l'action. Ils l'ont échappé. Puis dans le discours, dès le départ de la guerre, le changement de régime, il était très présent du côté de Trump. Puis à un moment donné, dans son adresse à la nation, il finit par dire ouais, on n'a jamais vraiment voulu le changement de régime. Tu sais, là, tu dis, ouais, yeah, right, man. Ouais, c'est ça. Plus les États-Unis contrôlent une part du marché pétrolier mondial, mieux c'est. Et il semble que Donald Trump en soit conscient. Il aurait pu réagir aux premières semaines de la guerre en Iran en tentant d'empêcher les entreprises américaines d'exporter du pétrole. Cela aurait nuit à leur activité, mais il aurait garanti un approvisionnement accru pour les consommateurs américains. Au lieu de ça, il a opté pour la stratégie inverse, sa stratégie préférée. Il a clairement affirmé que les États-Unis étaient ouverts aux affaires. Cependant, les producteurs de pétrole américains construiront les infrastructures nécessaires pour produire davantage de pétrole de manière constante que s'ils estiment que ce niveau de demande se maintiendra de lui-même. Nous devrions le savoir dans les prochaines semaines. Autrement dit, si la marde continue, ben, il va peut-être avoir un incitatif à faire ça. Mais moi, je lisais ça un matin, là, Yann, puis c'est là-dessus que je voulais avoir un peu ton take pour terminer. C'est que depuis que c'est commencé, on nous dit, toute cette affaire-là, on nous dit, hey, ça, c'est bon pour l'Iran d'une certaine manière parce qu'ils contrôlent le truc. Ils vont percevoir des droits de passage sur les bateaux s'ils sont capables de. On parlait même d'1 million par bateau à un moment donné. OK, fine. Ça a l'air que c'est bon pour les Russes parce qu'ils vont boucler le budget en vendant du pétrole cher, puis ça va financer le guerre contre les Ukrainiens. Ça va être bon maintenant, visiblement, pour les Américains qui vont être capables de vendre le pétrole ailleurs. Il se passe quoi avec nous autres? Nous Comment autres, ça que c'est comment ça que cette histoire-là serait bon pour tous les pays producteurs de pétrole au monde, sauf le Canada? Nous autres, il n'y a personne à la date qui nous a dit que Chris, c'était bon, ça fait augmenter le dollar canadien, ça va permettre à l'Alberta de s'en mettre plein les poches, on va avoir plus de péréquation, on va boucler le budget. Je ne sais pas pourquoi cette guerre-là a l'air d'enrichir tous les pays producteurs de pétrole au monde, sauf le Canada, quatrième réserve mondiale de pétrole. C'est quoi le problème? c'est que nous autres, notre pétrole, malheureusement, il y a juste les Américains ou presque qui peuvent le raffiner. Ah! Et pourquoi donc? Si on essaie de se rappeler, là. Parce qu'on a oublié d'investir dans nos infrastructures de raffinage. Parce qu'il y a des hosties de caves qui vous font à croire depuis des décennies que le pétrole se finit, puis qu'on s'en va ailleurs, qu'on s'en va dans la décarbonation. Elle disait ça encore, là, même Fréchette, là, dans son truc. Là. Non, nous autres, on n'enlèvera pas la taxe carbone, taxe qui n'existait pas, mais là, on nous dit qu'il ne faut pas l'enlever. Hey, pour Euh, finir le show, justement, Mme Fréchette, ça serait bon. J'ai-tu compris qu'elle cherche un ministre non élu et que le nom de Guy Cormier a été nommé? c'est ce que j'ai entendu. C'est-tu fiable, cette information-là? Dans le sens que je ne sais pas trop c'est qui, là, le gars qui a sorti ça. Là. Mais peu importe, le point est. Ah,
Ben oui, un petit article sur Mme Fréchette et ses engagements. Ça a l'air qu'elle va mandater, elle, Éric Girard pour faire plein d'affaires, là. Je sais pas de quel argent Mais ils vont faire ça, mais c'est l'affaire qui a été le plus louche dans la course à la chefferie de la CAQ, hein. Les règles ont été construites pour qu'un outsider se présente pas. Te rappelles-tu qu'il y avait 2 clowns dans un podcast qui arrêtaient pas de dire que la meilleure chance de la CAQ de performer était de rentrer un outsider à la place de Legault? Puis ça, on disait pas oui. ça quand Legault a démissionné. On disait ça 1 an ou 2 avant. Puis que les 2 personnes qu'on voyait, c'était Guy Cormier ou encore Sophie Brochu. Puis là, soudainement, là, d'un coup qu'il est élu, il y a des rumeurs comme quoi qu'on aurait un ministre non élu, puis ce serait Guy Cormier. Y a-tu quelqu'un qui a rencontré Guy Cormier pour lui dire: «Écoute, Guy, je suis pas sûr que le timing est bon pour toi, on va manger une volée pour de vrai». Ouais, c'est Irénée Routema qui a sorti ça sur Facebook. Politique provinciale, on apprend ce soir que Guy Cormier aurait décliné l'offre de Christine Fréchette, de députée de Sanguinet. Il aurait été pourrait nommer Guy Cormier au sein de son gouvernement. Mais apparemment qu'il aurait refusé. C'était son plan de le nommer comme OK, là, sérieux, ministre là? non élu, là. Parce que clairement, les règles ont été designées pour bloquer tous les outsiders. Puis éventuellement, on voulait donner une job de ministre non élu à ce gars-là, dans le but probablement d'en faire le prochain chef. Ça va, hein, la CAQ. Tu sais, à un moment donné, le Martin Koskinen, là, ses idées de cave, là, vous êtes pas tanné de perdre? Ça a pas l'air. C'est bon, ben, vous mangerez une volée, puis ça va être drôle. Surtout avec, on en reparlera demain parce que là, le temps nous manque, là, mais hey, les libéraux, ils ont fait toute une annonce hier. Ils vont présenter Farnell Ben oui. comme, Mais comme candidat. stratégique, Farnell. Stratégique, Farnell. Ah As-tu oui, vu le comté? dans Tachereau, ben oui, le gars gauche à mort. Mais tu sais, en même temps, pour que les libéraux prennent Tachereau, c'est qu'on parle de libéraux au pouvoir. On parle pas de libéraux dans l'opposition, là. Ouais, parce que Tachereau, c'est pas un comté qui me semble est bien prenable. C'est Agnès, ça, le comté à Agnès Maltais pendant Ouais, longtemps. c'est le comté d'Agnès. Catherine Puis Dorion. Catherine Dorion. Maintenant, c'est Étienne qui est là, Grandmont. On nous dit projection Tachereau QS 32, PQ 31, PLQ 19. Fait que Farnell, il va pour la coupe. C'est quand Oh, ouais, même. c'est un long shot, là. Ben, c'est un long shot, mais en même temps, lui, pour se présenter, il se dit: «Moi, je voudrais pas perdre mon temps dans l'opposition». C'est ça le message qu'il envoie, là. Puis, c'est un bon. Tu sais, je veux dire, je suis pas surpris de voir Farnell Morissette avec les libéraux dans un comté très gauchiste, là. Je suis absolument pas surpris de ça, là. Tu sais, moi, ce qui me fait rire, c'est son côté pédagogue un peu quand il parle de politique, puis il fait comme s'il était neutre et indépendant, là, tu sais. C'est l'influenceur radio-canadien par excellence, là. Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est cette petite vidéo-là d'archives de lui quand était sortie l'histoire avec Pablo puis les Brownies. Voici ce qu'il nous avait dit, là. La situation bouge vite, puis ça va trop vite, fait que je peux pas en parler ben, là. Vous êtes plusieurs à me demander une vidéo qui résume tout ce qui se passe avec le Parti libéral du Québec. J'en ai pas encore fait un, je vais vous expliquer pourquoi. En premier, je suis occupé, mais c'est pas juste ça la raison. La raison principale, c'est qu'à la vitesse à laquelle les choses bougent présentement, c'est à peu près certain que, avant même que j'aie fini de peser sur le bouton Upload, mon vidéo serait plus à jour. La situation bouge vite, il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas encore pour se faire une image complète et je préfère pas juste contribuer à tout le bruit qui se passe présentement. Des fois, pour avoir la meilleure information, il faut s'armer de patience et résister à la tentation de sauter sur chaque petite brindille d'informations ou de spéculation. Et présentement, je pense que c'est une situation du genre. Fait que la vraie Ah ouais? raison pour laquelle il en avait pas parlé, c'était un, j'ai pas le temps. Puis deux, ça va trop vite, là. Je vais attendre d'en savoir Ouais. plus, là. Puis je vais aussi attendre de savoir si je vais être candidat, là. Accessoirement. Accessoirement. En ce moment. C'est par pur hasard. Je vais attendre d'être. Attendre de savoir si je vais être candidat. J'attends de voir ce qui se passe, là. Puis Y a-tu si des jamais je suis pas différences candidat, entre je vais vous en parler. y a-tu des différences entre des journalistes et des influenceurs? Ben, il y a une différence de prestige. OK. Pour le moment. Pour le moment. Il y a une différence de prestige. Hey, abonnez-vous au Patreon à partir de 4 piastres par mois ou sur YouTube et Spotify pour débarrer les petits podcasts qui sont cadenassés. Vous allez avoir le reste du show qui s'est déroulé cette fois-ci avant qu'on parle.
dans la partie publique. On a jasé de toutes sortes d'affaires. Joey nous a fait entendre un vox pop à l'Université Laval où on a pu découvrir la puissance et la qualité dialectique des gens qui s'y trouvent. Ça a été franchement édifiant. On a parlé de toutes sortes d'affaires aussi. Fait que c'est ça. Rejoignez le Patreon ou les abonnements payants et vous allez avoir l'entièreté de l'émission. Et nous autres, on vous dit à demain. Joey nous dit, juste avant que tu payes sur pause, Farnell est quand même un influenceur respectable. Il est un info-influenceur. Oui, oui. Ben oui, ben oui. Ben Il oui. faut quand même le différencier Oui, oui. de crotter comme de sous-sol. Ah non, Comme lui c'est pas un podcaster de sous-sol. c'est ça. Il est comme au rez-de-chaussée, mettons. Le journaliste est dans la tour, lui est au rez-de-chaussée, nous autres, on est dans la cave. C'est ça. C'est de même. C'est ça la hiérarchie de l'information. Ciao.